est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Une réunion présidée par le Premier ministre par intérim a été consacrée à la définition des procédures et conditions finales pour ce qui est de l'importation de 10 000 nouveaux bus de voyageurs, suite à une décision prise par le président de la République antérieurement. Préparatif de la 4e édition de l'IATF, le Premier ministre par intérim s'est rendu aujourd'hui au Palais des Expositions à Alger pour faire le point avant cet événement d'envergure qui devrait déboucher sur 44 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements. L'heure est au tout dernier réglage au CIC d'Alger. Les médias se mobilisent. Les journalistes assureront une couverture continue de cet événement qui mettra l'accent sur la jeunesse et l'innovation à travers des solutions numériques, des projets et la volonté de bâtir un marché africain moderne. En France, le compte à rebours est lancé pour François Bayrou. Le 8 septembre, son gouvernement affrontera un vote de confiance décisif. Les syndicats promettent 2 journées de mobilisation les 10 et 18 septembre pour bloquer le pays tout entier. Et puis nous terminerons à Timimoun, au cœur du Gourara, pour vous parler de la teinture de la laine, un savoir-faire ancestral qui repose uniquement sur des procédés naturels et qui fait la renommée de l'Oasis rouge. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le gouvernement passe à l'action après la décision du président de la République lors de la réunion du 26 août dernier. 10 000 nouveaux bus vont être importés pour renouveler le parc de transport de voyageurs. C'est ce qui avait été annoncé. Le Premier ministre par intérim, Sefer Rieb, a justement présidé ce mardi une réunion consacrée à la définition des procédures et conditions finales pour le lancement effectif de cette opération, notamment pour ce qui est des volets importation, fabrication, commercialisation et financement. Plusieurs secteurs ont pris part à cette rencontre, à savoir le secteur de la défense nationale, le secteur de l'industrie, des transports, ainsi que celui de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Le Premier ministre par intérim, Sefer Rieb, s'est rendu aujourd'hui au Palais des Expositions des Pas-Maritimes à Alger pour faire le point sur les préparatifs de la foire commerciale intra-africaine. Plus de 2000 exposants et délégations de 140 pays sont attendus, ainsi que près de 35 000 visiteurs professionnels. Un événement qui devrait déboucher sur 44 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements. Cette 4e édition de l'IATF illustre en tout cas parfaitement la stratégie de l'Algérie pour booster son économie, renforcer les échanges et nouer des partenariats stratégiques aussi bien à l'échelle africaine que mondiale. À la veille de l'ouverture de cette foire commerciale intra-africaine, les équipes sont à pied d'œuvre pour les tout derniers réglages au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Un rendez-vous inédit. Il suscite déjà un énorme engouement. Les médias se mobilisent et les journalistes sur place assureront une couverture continue avec des directs, des interviews et émissions spéciales. Dès jeudi, toute l'attention sera braquée sur la capitale. Notre journaliste Hasna Zoubeli s'est rendu sur place pour un état des lieux de ces préparatifs. En abritant l'IATF, l'Algérie est au centre de l'attention. De nombreuses entreprises algériennes, PME et jeunes entrepreneurs prendront part à cette foire intra-africaine. Tous ceux qui veulent investir, qui veulent se développer sur le plan économique, c'est dire que c'est vraiment le moment idoine. Il faut dire que c'est un événement inédit, c'est l'Algérie qui abrite cet événement, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, d'abord pour l'Algérie, pour cette jeunesse algérienne, parce que vous posez la question par rapport à cette jeunesse algérienne, il faudra saisir l'occasion. Les préparatifs sont en voie de finalisation. La télévision ainsi que la radio algérienne ont mis en place leurs plateaux et stations de montage pour assurer la couverture médiatique de l'IATF. Nous sommes ici pour assurer la couverture médiatique de ce grand événement. Nous avons mis en place des cellules de montage pour pouvoir accompagner les journalistes dans leur couverture.
Radio Afrique FM a mis tous les moyens donc nécessaires pour la couverture de cet événement. Nous avons une équipe de journalistes sur place qui va travailler durant toute cette semaine jusqu'au 10. Il y aura des interviews, il y aura des émissions. Et juste pour vous annoncer aussi que nous avons déjà commencé. Hier, nous avons fait une première émission live streaming. Avec un objectif ambitieux de 44 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements, cet événement promet de marquer un tournant dans l'histoire de l'intégration économique africaine. C'est aussi parce que cet événement d'envergure mettra l'accent sur la jeunesse et l'innovation. En Algérie, plus de 70% des créateurs de start-up ont moins de 35 ans. Et cet esprit-là sera mis en avant à travers notamment des solutions numériques, des projets, une réelle volonté de bâtir un marché africain moderne. L'IATF devient ainsi une vitrine, une sorte de tremplin pour toute une génération qui prendra part à la transformation économique du continent. Amira Sefta. Un continent jeune, riche en ressources et en talents. L'Afrique. C'est aujourd'hui plus d'1,4 milliard d'habitants, dont près de 60% en moins de 25 ans. À l'horizon 2050, la population atteindra 2,5 milliards, soit un quart de l'humanité. Ce dynamisme démographique, s'il est accompagné par l'innovation et l'intégration et la mise en œuvre effective de la ZLECAf, peut faire du continent la locomotive de la croissance mondiale. En Afrique, la plupart des pays africains font plus d'échanges, plus de commerce avec des pays en dehors de l'Afrique, avec l'Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, avec le Japon, et ils font moins de commerce entre eux. La part du commerce intra-africain dans le commerce total, c'est seulement 15% à l'heure actuelle. Ce rendez-vous ne doit pas être seulement du networking, mais se transformer en contrat, en financement et en règles communes. L'Afrique a un atout unique. Plus de 60% de sa population a 25 ans. Et d'ici 2050, un jeune sur 3 dans le monde sera africain. Le défi est clair. Ouvrir les marchés, harmoniser les règles et fluidifier les paiements. La jeunesse africaine est déjà à pied d'œuvre en termes d'innovation. En 2023, les start-up africaines ont levé plus de 3 milliards de dollars, dont la moitié dans la fintech. 500 millions d'Africains devraient utiliser la fintech d'ici 2030. Les solutions numériques de paiement réduisent les coûts, facilitent le commerce et ouvrent la voie à une vraie intégration continentale. En tant que CEO et fondatrice de BaraPay, une start-up fintech en devenir, je dirais que les jeunes Africains sont voués à devenir entrepreneurs. Nous avons des pépites en fintech, en santé, en agriculture. Mais la réalité, c'est qu'un agrément BCAO peut prendre des mois, 9 mois, 6 à 9 mois. Que la TVA à 18% asphyxie la trésorerie de ces start-up-là et que la levée de fonds reste encore un parcours de combattants. Sans un écosystème plus simple et plus inclusif, on étouffe nos innovateurs. Dans ce contexte, l'organisation en Algérie de la prochaine foire commerciale intra-africaine est stratégique. Elle réunira des chefs d'État, des milliers d'entreprises, des institutions financières et des start-up venues de tout le continent. Une plateforme unique pour tisser des partenariats et concrétiser la zone de libre-échange africaine, qui pourrait créer 18 millions d'emplois supplémentaires et contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB du continent d'ici 2035. Cet événement est une opportunité pour l'Algérie de consolider son rôle de hub économique régional. Plus de 70% des créateurs de start-up en Algérie ont moins de 35 ans. Une jeunesse qui est aujourd'hui le moteur du changement. L'occasion de valoriser sa stratégie de diversification économique et de connecter ces jeunes talents au marché africain. De tels événements contribueront à tisser des relations intracontinentales et à atteindre les objectifs que s'est fixé l'Afrique en matière de croissance économique et de prospérité. L'Algérie a avancé. Ratification de la zone de libre-échange, grand chantier d'infrastructures et aujourd'hui l'accueil de l'IATF. Mais sa part dans le commerce intra-africain reste autour de 2%. Le cadre se met en place, c'est clair, mais il faut maintenant de la transformation locale
et des chaînes de valeur régionales pour que les volumes suivent. L'Afrique de demain sera donc bâtie par ces jeunes. Un continent uni qui s'exprime économiquement d'une seule voix. Et la foire d'Alger sera l'un des jalons pour atteindre cet objectif. Une passerelle vers un marché africain puissant et tourné vers l'avenir. Et puis c'est aussi l'Europe qui s'ouvre aux jeunes start-up algériennes. Une délégation s'envolera vers la Slovénie avec 2 semaines d'immersion. À Alger, des ateliers préparatoires leur permettent déjà de peaufiner leurs projets, d'affûter leurs compétences, de se préparer tout simplement. Une opportunité de plus pour ces entrepreneurs d'élargir leurs horizons et de donner une dimension internationale à leurs ambitions. Sarah Taïbi ainsi qu'Amira Sefta. Cap sur Ljubljana. Une première pour ces 23 start-upers. Un voyage exploratoire de 15 jours qui leur permettra de s'inspirer de l'écosystème entrepreneurial slovène et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives à l'international. Nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois en Slovénie cette mission algérienne. Cette initiative est un apport qualitatif aux relations bilatérales déjà excellentes sur les plans politiques et économiques. Cette mission s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à soutenir les programmes d'exploration et à promouvoir la coopération entre l'Algérie et la Slovénie. Après une formation intensive de 3 jours au siège de l'accélérateur Algeria Venture, ces jeunes innovateurs ont affûté leurs techniques de communication et de présentation et se sont initiés aux spécificités et à la culture slovène. L'objectif est de les préparer à interagir efficacement avec d'autres entrepreneurs et start-up partageant la même ambition de réussir leurs projets. Pour nous, la Slovénie représente une destination privilégiée afin d'acquérir une expérience sur place, de découvrir l'écosystème des startups. Nous serons la première promotion en Slovénie. C'est une opportunité pour explorer les perspectives de coopération dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette initiative constitue une étape significative, reflétant la volonté commune de l'Algérie et de la Slovénie de renforcer leur coopération et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux startups des 2 pays. À Sétif, l'industrie monte en force. Le groupe JICA avec sa cimenterie d'Ain El Kbira aligne plus de 3 millions de tonnes par an. Une capacité qui couvre largement le marché national et qui ouvre la voie à l'exportation avec un produit compétitif et de qualité. Alors sur plus de 50 hectares, 2 lignes de production tournent jour et nuit grâce à plusieurs centaines d'ouvriers mobilisés. En tout, 5 types de ciment sont fabriqués, tous conformes aux normes internationales. Reda Tibermassine et Araouf Hamouch. Plus de 50 hectares, c'est la superficie qu'occupe la cimenterie de Ain El Kbira, une infrastructure stratégique au cœur de la production nationale avec 2 lignes de production. L'usine affiche une capacité totale de 3 millions de tonnes par an, dont 1 million destiné à l'exportation. L'usine est composée de 2 lignes de production, la première avec une capacité d'1 million de tonnes par an, la seconde dépassant les 2 millions. Nous disposons donc de 3 millions de tonnes de ciment produits chaque année, ce qui permet de couvrir l'ensemble des besoins du marché national et même d'exporter jusqu'à 1 million de tonnes par an. Derrière ces performances, 600 ouvriers qualifiés se relaient de jour comme de nuit. Répartis en 3 équipes. Leur mission, assurer la production de 5 types de ciment, adaptés aux besoins de la construction et des grands travaux, ce qui permettra de réduire considérablement la facture des importations. L'usine produit 5 types de ciment adaptés à la demande du marché de la construction et des grands travaux. Nous avons ce qu'on appelle le JICA béton disponible en 2 versions. Le ciment rapide et le ciment normal. Le ciment à prise rapide et résistant est destiné aux grands ouvrages d'art tunnels et ponts. Le ciment classique pour les constructions ordinaires. Et enfin, le ciment pétrolier est destiné au forage. La qualité est garantie par un contrôle rigoureux grâce à l'intégration de systèmes de management de la qualité et de l'environnement. Une exigence qui a valu à l'usine plusieurs certifications internationales. Dernière en date, la norme américaine reconnue mondialement, API, l'American Petroleum Institute. Tous ces types de ciment répondent aux normes internationales. L'usine dispose de la certification européenne CE, tandis que le ciment pétrolier est conforme à la norme internationale ACN.
Une réussite industrielle qui illustre parfaitement la dynamique de l'économie algérienne, produire localement et se tourner vers le marché international. Et puis cet autre projet, mais toujours avec cette idée d'aller vers l'export, direction Boumerdès où l'usine Tafadis s'impose comme un acteur clé du raffinage du sucre en Algérie. Avec une capacité de 2000 tonnes par jour, elle couvre une importante part des besoins nationaux. Mais l'ambition va bien plus loin. Il s'agit d'arriver à développer une filière 100% algérienne, de la culture de la betterave sucrière jusqu'aux produits finis, avec à terme 1 million de tonnes de sucre produit localement. Linda Meki ainsi que Riyad Belkhadim. Au cœur de la zone industrielle de la commune de l'Arbatash est implantée Tafadis, une des plus grandes usines de raffinage et de commercialisation de sucre en Algérie. Avec une capacité de 2000 tonnes par jour, ce complexe couvre une part croissante des besoins nationaux, réduisant l'indépendance aux marchés mondiaux soumis à de fortes fluctuations. Nous produisons ici 3 variétés de sucre, du sucre blanc cristallisé, du sucre roux cristallisé et du sucre liquide. Le process de production repose sur des mécanismes modernes et automatisés. De la première étape jusqu'au conditionnement, le produit est d'une qualité supérieure avec une excellente concentration suivant l'échelle de Brix par rapport au sucre ordinaire. Chaque lot de sucre est rigoureusement contrôlé afin de garantir sa conformité aux normes de qualité, étape essentielle pour assurer aux consommateurs un produit répondant aux standards les plus exigeants. Le produit est soumis à des analyses minutieuses afin de garantir la qualité de notre produit en termes de pureté, de couleur et de taux d'humidité. Toutes les machines et équipements sont supervisés depuis cette salle. Mais l'ambition est encore plus grande. Le groupe lance un projet pour produire un sucre 100% algérien issu de la betterave sucrière cultivée à Ouargla, Tougourt et Illizi. Ce projet est actuellement en cours de réalisation. Nous commencerons par le commencement, c'est-à-dire de la culture de la betterave sucrière jusqu'au produit final. Nous allons exploiter à terme 200 000 hectares de terres agricoles. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à 28 000 hectares. La capacité de production devrait atteindre le 1 million de tonnes. Nous serons présents à la foire commerciale intra-africaine car nous ambitionnons d'exporter nos produits. La mise en service de Tafadis a non seulement permis de diminuer significativement les importations, mais aussi de créer une véritable filière locale de production et de transformation en renforçant la chaîne agro-industrielle. L'unité peut à terme envisager l'exportation du surplus de production vers les marchés africains, notamment dans le cadre de la ZLECAf. Les services de la wilaya d'Alger annoncent l'interdiction de circulation pour les poids lourds dans la capitale. La mesure prendra effet ce mardi 2 septembre à 23h59 jusqu'au jeudi 4 septembre à la même heure. Une mesure exceptionnelle prise pour garantir la fluidité du trafic routier pendant la 4e édition de l'IATF qui se tiendra à Alger. Toutefois, certaines catégories de véhicules sont exemptées. Il s'agit des camions de ravitaillement en carburant, en denrées alimentaires, des camions de travaux relevant des établissements publics de la wilaya et des communes, ainsi que les véhicules assurant l'approvisionnement des hôpitaux en oxygène, mais aussi ceux de la CEAL, de Sonelgaz, d'Algérie Télécom, ainsi que ceux des opérateurs de téléphonie mobile. Autre annonce, la fermeture temporaire de la forêt de Bouchaoui du 2 septembre à 23h59 jusqu'au 5 septembre à 6h du matin. Les autorités locales présentent leurs excuses pour les désagréments que pourraient engendrer ces mesures provisoires et affirment qu'elles sont dictées par la nécessité d'assurer le bon déroulement de cet événement d'envergure continentale. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Al-Qab, a reçu aujourd'hui le vice-président de l'entreprise américaine Halliburton pour la région Afrique du Nord, Ahmed Helmi, avec lequel il a évoqué les possibilités d'investissement dans le domaine des hydrocarbures en Algérie. Une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont examiné l'état des relations de coopération et de partenariat entre la Sonatrach et l'entreprise américaine dans le secteur des hydrocarbures ainsi que les perspectives de leur développement. Il a également été question des possibilités de coopération en matière d'exploration et de développement des champs de pétrole et de gaz, de services pétroliers, de solutions numériques, de technologies modernes et de formation des ressources humaines dans ces domaines.
Les ministres de l'industrie pharmaceutique, Wassim Qudri, et de la santé, Abdelhak Saihi, ont présidé aujourd'hui une réunion de travail consacrée au suivi de l'avancement des travaux d'évaluation du système national de réglementation pharmaceutique. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l'industrie pharmaceutique pour obtenir la certification internationale niveau 3 de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui renforcera la compétitivité du produit algérien sur les marchés internationaux. L'actualité à l'étranger essentiellement marquée par la poursuite des bombardements sionistes dans l'enclave palestinienne. Au moins 13 Palestiniens, dont 3 enfants, ont succombé à la faim au cours des dernières 24 heures. Un bilan qui fait état de 361 victimes de la malnutrition, dont 130 enfants. La crise humanitaire à Gaza continue de s'aggraver depuis le 2 mars dernier en raison de la pénurie d'approvisionnement de produits alimentaires et de médicaments. Rappelons que Gaza est soumise à un blocus étouffant, une guerre génocidaire menée par l'occupation sioniste depuis octobre 2023. Et puis en France, le compte à rebours s'est lancé pour François Bayrou. Le 8 septembre prochain, son gouvernement va devoir affronter un vote de confiance décisive. Le budget 2026, avec ses 44 milliards d'euros d'économie, ne passe pas. Les syndicats promettent 2 jours de mobilisation, à savoir les 10 et 18 septembre, pour tout bloquer. C'est un pays tout entier qui retient son souffle aujourd'hui. Raouf Hamouche. Le 8 septembre, le gouvernement François Bayrou joue sa survie. Un vote de confiance décisif qui pourrait précipiter la France dans une nouvelle crise politique majeure. L'incertitude grandit et les scénarios se multiplient. Une dissolution de l'Assemblée, un remaniement express ou même un blocage prolongé des institutions. Une crise qui divise jusque dans le camp au pouvoir. Si on retrace l'histoire de l'histoire politique dans le pays depuis 1 an, on est effectivement face à une impasse parce que la crise qui a débuté au soir du 7 juillet, c'est toujours la même qu'on traverse. Et aujourd'hui, quelque chose que le Premier ministre Bayrou essaye de présenter comme avant tout une crise budgétaire en mettant d'un côté les responsables et de l'autre côté ceux qui veulent le chaos, c'est la même crise de régime. Au sommet de l'État, le même discours est répété. Ni législative ni présidentielle anticipée ne sont à l'ordre du jour. Mais plus l'échéance approche, plus l'option d'une dissolution est sur toutes les lèvres. Le Premier ministre français, lui, tente encore de convaincre, mais sans réel succès, même au sein de son propre camp. La France aujourd'hui, c'est 162 milliards de déficit, c'est pas 40. Pour un compte à équilibre, c'est 162. Et en face de ça, il y a 162 qui vont être à 200 milliards. Mais je vais expliquer pourquoi. Et face à ça, on a une jeunesse qui est complètement désemparée et à l'abandon. Vous avez vu les rapports PISA, une politique du logement qui est à l'arrêt, une tension intercommunautaire absolument épouvantable, un ascenseur social qui est bloqué. Dans la rue, la gronde s'intensifie. Le budget 2026 qui prévoit un effort de 44 milliards d'euros suscite colère et inquiétude. Les syndicats dénoncent une politique d'austérité alors que la dette explose. La Confédération générale du travail et l'intersyndicale appellent à 2 journées de mobilisation, les 10 et 18 septembre. Le mot d'ordre est clair, geler le pays pour contraindre le gouvernement à revoir sa copie. François Bayrou est terminé, il appartient au passé. Plus personne ne veut de son budget ultra-violent, dont on rappelle qu'il voulait supprimer 2 jours fériés, qu'il voulait par là même baisser tous les salaires, qu'il voulait une année blanche qui allait frapper très durement les retraités. Vous mentez, la catastrophe, c'est vous qui la déclenchez, parce que vous réduisez la consommation populaire et que la consommation populaire, c'est plus de la moitié de la croissance dans ce pays. À 6 jours du scrutin à l'Assemblée nationale, la tension monte. Si le gouvernement échoue, c'est toute la stabilité politique et sociale de la France qui sera remise en jeu. Et avant de refermer les pages de ce journal, revenons chez nous, plus précisément dans le sud, à Timimoun, au cœur du Gourara. Un savoir-faire ancestral continue de vivre et de se transmettre. La teinture de la laine, une pratique qui repose uniquement sur des procédés naturels. De belles couleurs, vous le verrez, qui font la renommée de l'Oasis Rouge et qui nourrissent aujourd'hui le travail et la passion de toute une génération d'artisans. Walid Yousfi. À Timimoun, au cœur du Gourara, un savoir-faire ancestral continue de défier le temps. La teinture traditionnelle de la laine perpétue la mémoire des ancêtres. Véritable symbole culturel de la région, cette activité repose sur des procédés naturels.
Pour teindre la laine, il faut avant tout fixer la couleur. Dans la plupart des cas, nous pouvons nous passer de fixateurs. Certaines matières colorantes, comme le henné, le miswek, les écorces de grenade ou le thé, contiennent déjà des agents tannants et ne nécessitent aucun fixateur. Pour les autres, les artisans utilisent la pierre d'Alain soigneusement broyée à raison de 260 grammes par kilo de laine. Après l'ébullition, le processus de teinture se poursuit pendant 1 heure, garantissant ainsi des couleurs profondes et durables. Tout commence dans les oasis avec la collecte de la toison des moutons de la région. Après le lavage, le séchage et le filage manuel, à l'aide du fuseau traditionnel par Nour El Houda, vient l'étape la plus délicate, la teinture. Ici, tout se fait avec des matières naturelles. Le henné, le miswek, la garance, appelée ici foua, donne à la laine ses couleurs éclatantes. Chaque teinte obéit à une règle bien précise. 1 kg de garance pour 1 kg de laine afin d'obtenir la palette des rouges profonds, symbole de cette région surnommée l'oasis rouge. Le miswek, utilisé dans les mêmes proportions, offre d'autres nuances, tandis que le thé et divers plantes locales apportent des tons plus subtil. Plus qu'une activité artisanale, la teinture de la laine à Timimoun est un art, un héritage transmis de génération en génération qui reflète la créativité des hommes et des femmes de l'Oasis Rouge. Et voilà qui clôture cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Très bonne soirée sur Canal Algérie.